Grâce à l'Internet, nous quittons l'ère industrielle pour entrer dans l'ère de l'information. De grands bouleversements nous attendent. Les financiers ont devancé le mouvement. Pendant 10 000 ans, en Asie, la monnaie d'échange était le riz. Si vous n'arriviez pas à convaincre quelqu'un d'accepter votre monnaie, vous pouviez au moins la manger. L'argent avait d'autres fonctions que l'échange. Pas toujours ni partout, mais en général. Et l'Asie n'était pas le seul exemple. On a utilisé le sel, les textiles, toutes sortes de produits comme monnaie d'échange. C'est ce qu'on appelle l'argent primaire. L'argent secondaire était essentiellement de l'argent dont la valeur était en fonction non pas du volume ou du poids, mais de signes alphanumériques sur du papier. Une fois passé à ce stade, la monnaie de papier n'avait pas d'autre usage. On ne pouvait ni la manger, ni écrire dessus. En outre, la monnaie de papier supposait que la population sache lire et compter. C'était l'argent de l'âge de l'imprimerie. Aujourd'hui, notre argent correspond à l'âge de la vidéo et des ordinateurs. Tous les jours, 3 trillions de dollars s'échangent en bourse sous l'œil de jeunes gens qui passent leur journée devant des écrans d'ordinateur. On assiste donc à une fusion entre l'argent et l'information. D'autre part, on s'aperçoit que l'information a de plus en plus de valeur commerciale. Nous achetons et vendons de l'information. Des pays se livrent à des batailles sans merci sur la propriété intellectuelle. Nous avons vu les négociations du GATT bloquées pendant 7 ans, d'un côté par l'agriculture, c'est-à-dire des questions de secteur primaire, et de l'autre par la propriété intellectuelle, c'est-à-dire du tertiaire. L'information prend donc une valeur monétaire et dans le même temps, la monnaie prend une base numérique et informative. Tous les jours, dans le monde entier, devant 300 000 écrans, les cambistes décodent l'information et la politique mondiale et établissent un jugement. L'information se monétarise, la monnaie s'informatise. Chaque jour, ils plébiscitent les politiques de tous les pays. L'argent va là où il est apprécié et il fuit les endroits où il est maltraité. Tous les jours, ces gens décident comment investir le trillion de dollars véhiculé par l'économie mondiale. Ce sont en quelque sorte les représentants officieux de la nouvelle économie. Ces 300 000 personnes mènent le monde, décrétant qui est capable de gérer son pays et qui ne l'est pas. Le pouvoir de décision d'un gouvernement est ainsi retiré des mains de ses représentants élus. Les banques centrales, réserves fédérales comprises, perdent du pouvoir au lieu d'en gagner. Avec le processus de libéralisation des 10 ou 20 dernières années, la taille des places financières a littéralement explosé. Résultat, les banques centrales n'ont plus assez d'argent pour avoir une véritable incidence sur le marché. C'est pas forcément les banquiers qui vont gérer les flux monétaires. Eh ben oui, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je sais pas, Microsoft, Digital ou d'autres gens. Pourquoi? Parce que la technologie de l'Internet permet d'abaisser les coûts d'intermédiation dans des proportions extrêmement importantes par rapport aux technologies traditionnelles qu'utilisent les banques. En plus, les banques sont chacun dans leur pays, dans leur quartier. Ils obéissent à une loi d'un État, avec des règles d'un État, et chacun a sa petite monnaie. Mais quand vous aurez à avoir, je sais pas moi, 500 millions de gens sur l'Internet, il paraît que c'est pour l'an 2000,
1 milliard, c'est pour l'an 2002, et que par exemple Microsoft émet une monnaie électronique sur l'Internet, tous ces gens ont confiance dans Microsoft, la monnaie c'est un problème de confiance, eh bien vous avez une nouvelle monnaie. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, en étant français? Vous allez l'interdire? Comment vous allez faire? Je crois que nous nous dirigeons vers un marché mondial nécessitant des devises mondiales. On ne les perçoit pas comme ça, mais imaginez vos cartes Visa, Mastercard ou American Express comme des devises mondiales. Je crois que ces mécanismes deviennent les moyens de paiement dominants. La monnaie de papier émise par les établissements d'État est inférieure à ces moyens de paiement globaux. Nous avons même pensé à faire de Visa une monnaie, mais nous avons abandonné car nous sommes sensibles aux questions d'identité nationale. C'est tout le problème de l'Internet. Et vous avez des courants de pensée aux États-Unis, notamment The Well avec Warren Gold, etc., qui disent que même la notion d'État pose, à quoi elle va servir, quelle est la valeur ajoutée de la notion d'État dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle. Cette réduction de souveraineté revient à transformer les institutions gouvernementales, les démocraties telles qu'on les connaît, en de simples artifices de cérémonie. Un peu comme une réminiscence des rois du Moyen-Âge, sans réel pouvoir. Ces démocraties sont en représentation, comme dans une pièce de kabuki. Dans une économie de réseau, le pouvoir est diffus, on ne peut plus mettre le doigt dessus. Ces changements et bien d'autres sont intéressants parce qu'ils nous ramènent à une situation pré-industrielle. Avant la révolution industrielle et avant 1860 aux États-Unis, il y avait 1001 devises différentes et le pays marchait quand même. C'était la situation dans la plupart des pays. C'est la révolution industrielle qui a standardisé les rôles, homogénéisé les populations, créé une société de masse et débouché sur le monopole d'État en matière de devises. Il y avait apparemment une devise par pays. Ce monopole va maintenant s'effondrer. La beauté du net, c'est qu'il engendre le chaos total en matière d'institutions, fiscales et autres. Ça les dépasse. On va vers un environnement chaotique. Ça risque de créer pas mal de tensions entre les États et les gens qui essayent de gérer le commerce. Dans la course à la libéralisation du capitalisme mondial, nous avons enlevé les anciennes sécurités sans les remplacer par de nouvelles. Les anciennes étaient dépassées, elles ralentissaient le développement économique. Mais nous nous retrouvons maintenant avec l'équivalent d'un super pétrolier quasiment dépourvu de système de sécurité et courons le risque d'un effondrement du monde financier. On n'a pas fait assez attention. On s'est dit, allons-y, ouvrons les marchés, soyons souples, jetons ces vieilles barrières qui nous bloquaient. Mais peut-être faudrait-il se doter de nouvelles barrières, plus sélectives, plus souples, mieux étudiées si nous voulons éviter le naufrage. Comment mettre en place de nouvelles institutions allant dans ce sens? Quelle nouvelle structure nous faut-il en matière juridique, en matière de sécurité sociale? C'est de cela qu'il faut parler maintenant. Et il faut en discuter en dehors du contexte politique normal, car celui-ci n'a pas l'intelligence de ces changements. Il ne les aborde qu'en situation de crise. Et il ne faut pas attendre que le monde soit en crise pour se demander comment le changer.
Les choses se présentent plutôt bien. Visa, Mastercard, Microsoft, Netscape, IBM, GTE, toutes les plus grandes sociétés se réunissent, collaborent à la création d'une norme unique pour la mettre sur le marché. L'Europe fuit l'avenir. Elle se saigne à essayer de créer une monnaie unique qui présenterait l'avantage d'éliminer les risques monétaires d'un pays à l'autre. En fait, je crois que demain verra les monnaies se multiplier. L'idée d'une monnaie unique appartient à l'ère industrielle. C'est une idée du secondaire. Et les Européens enfourchent ce cheval de bataille alors que tout le système monétaire est sur le point d'exploser pour prendre une forme entièrement nouvelle. L'Europe, on le voit, les décisions de Bruxelles le reflètent bien. L'Europe a injecté des milliards de dollars pour soutenir l'agriculture, c'est-à-dire le secteur primaire. Elle n'a pratiquement rien fait pour les technologies de l'information et de la communication, celles du tertiaire. Elle a nourri son secteur primaire et affamé son secteur tertiaire. Quant aux emplois du secondaire, la fabrication, les chaînes de montage, la production de masse, les industries traditionnelles, il s'en vaut au Bangladesh, dans tous les Bangladesh du monde. Voilà pourquoi le chômage est 2 fois plus élevé en Allemagne, en France et en Europe, en général qu'aux États-Unis, et plusieurs fois supérieur à celui du Japon. En essayant de devenir la plus grande région industrielle, l'Europe poursuit une stratégie du secondaire, alors que, ce faisant, elle se situe déjà dans le passé, car l'ère industrielle n'est pas l'avenir. 500 millions de cartes de crédit, 10 fois plus grand qu'American Express. Visa est la plus grande compagnie de cartes de crédit du monde. Todd Chaffee, senior vice-président qui est en charge des nouvelles technologies ici, veut éradiquer le cash de la planète en se lançant sur le net. Ce que nous voulons, c'est de faciliter le commerce électronique parce que le liquide est notre concurrent principal. Nous traquons l'inefficacité partout où elle se trouve. Nous tâchons d'être très présents sur ce front et d'améliorer le système tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Nous voulons que le consommateur aille sur un site web, regarde les articles qui lui plaisent, les choisisse et clique sur l'icône Visa. C'est simple et clair, on n'a plus à s'occuper de remplir un formulaire avec son nom, son adresse, etc. Vous vous contentez de cliquer sur l'icône de votre achat ou de la carte Visa et boum, on vous livre l'article chez vous le lendemain matin. Et vous pouvez aussi le renvoyer si vous le voulez. Le marché électronique ou marché numérisé est en train de gagner du terrain. Il va supplanter le marché traditionnel dans certains domaines et le compléter dans d'autres. On a beaucoup discuté pour savoir combien de temps ça allait mettre et quel en serait l'impact. Je crois que ça se produira par à-coup, au fur et à mesure que produits et services arriveront sur le réseau. On trouvera d'abord des livres, des CD, de l'information, des journaux par exemple. Ces produits-là se retrouveront plus vite sur le net que les autres. Tout en restant en Californie, je peux faire mes courses à Milan ou m'acheter un appareil photo au Japon. L'accès aux commerçants du monde entier va avoir un retentissement considérable sur le système. D'autre part, on va assister à l'effondrement des canaux de distribution. La chaîne de valeur va s'effondrer.
Le marché actuel repose sur le fabricant, le grossiste, le détaillant et le consommateur. Sur le net, vous pouvez acheter auprès de chacun d'eux. Prenez la musique par exemple. Online, je peux acheter au magasin Tower Records, à Warner Brothers ou encore directement à Tom Petty, l'artiste lui-même. Le type qui est dans le Périgord, qui fait son foie gras là, et qui doit passer par un grossiste pour le vendre, le mec il va le vendre directement. Je crois que cet effondrement des chaînes de distribution et des multiples points de vente va provoquer un véritable chaos dans le business. Si vous êtes commerçant, vous êtes en danger, à moins que vous n'inventiez une valeur ajoutée à votre produit. Parce que dans cette chaîne, tout le pouvoir est du côté du producteur. Steven Spielberg fait un film. Moi, je pourrais le télécharger en numérique. Je n'ai plus besoin des intermédiaires habituels. Le pouvoir est au producteur et au consommateur, plus aux intermédiaires. L'efficacité sera vraiment la clé de la survie. Alors que le géant AT&T offre la fibre optique à l'Afrique, le Mali, pays démocratique, se lance dans la bataille. Voici le premier serveur indépendant Malinet. Lamine Diallo et son équipe ont installé des connexions jusque dans les coins les plus reculés. L'Internet ouvre l'Afrique à des mondes qui lui étaient étrangers. Au Mali, le net est essentiellement utilisé par les chercheurs qui, outre la rapidité des contacts universitaires, y découvrent des possibilités d'ouverture financière. Le net désenclave l'Afrique. On passe par là au lieu d'aller à la poste. C'est plus facile que le fax. Et puis souvent, tu as l'impression que c'est passé, mais quand tu téléphones surtout aux parents, on te dit qu'ils n'ont pas reçu le fax. On parle déjà ici de l'information, de fibre optique, à des très hauts débits. L'Afrique en est encore assez loin, même si aujourd'hui il y a un développement très fort du téléphone qui fait qu'on arrive aujourd'hui dans certains pays à avoir le téléphone dans les campagnes les plus reculées. Et deuxièmement, les lignes, les débits que l'on peut rencontrer, les débits possibles sur ces lignes en transmission de données restent encore très très faibles. La tonalité vient très difficilement parce qu'il y a trop d'appels pour un petit central, une petite capacité. Donc ça, c'est notre premier problème. À part ça, au point de vue télécom, moi, je peux dire que ça va. Depuis que Internet est là, nous faisons des communications dans la sous-région et jusqu'en Amérique. On a des correspondances assez rapides et ça nous donne satisfaction. Puisque nous ne pouvons pas faire les déplacements qui nous reviennent très cher, je pense que c'est un créneau qui nous permettra d'améliorer considérablement nos recherches en tant que pays enclavé et ne disposant pas suffisamment de documents scientifiques à notre niveau. Au lieu de faire un mois dans la collecte des données, déjà en une semaine, 15 jours, vous pouvez élaborer votre projet grâce à l'Internet. La cherté aussi du téléphone. Alors nous avons vu qu'avec Malinet, le coût diminue beaucoup. On a beaucoup de facilité aussi à joindre nos partenaires qui sont à l'étranger.
En termes de réaction, c'est très rapide avec l'option du reply, c'est-à-dire la réponse. Automatiquement, on n'a pas besoin de sortir de la lettre ou de la correspondance qu'on lit. Dès qu'on a quelques idées, effectivement, sur quelques éléments de réponse, automatiquement, avant de sortir même de cette lettre-là, on a fini d'en envoyer la réponse. Et actuellement, je communique beaucoup avec le docteur Charou Datan de l'Université de Florida, qui est un grand spécialiste de la Jacendo. Et actuellement, je suis en contact avec l'ITA à partir de l'Internet pour le financement de deux de mes projets. On fait la différence tout de suite entre des opérateurs qui peuvent un peu scruter, je dirais, les possibilités au point de vue approvisionnement en Europe, en Asie, et ainsi de suite. Et ceux qui sont obligés de se rabattre sur de l'information secondaire, effectivement, au lieu d'aller à la source, donc qui n'ont pas ces moyens, il y aura une sorte de, presque de sélection naturelle à la darwinienne, effectivement, de ceux qui devraient disparaître de la scène et ceux qui pourraient en progresser, effectivement, en adoptant des moyens modernes, effectivement, de gestion de leurs affaires. Pour moi, Internet, ça va améliorer leur situation. Parce que s'il faut tout le temps téléphoner, tout le temps, bon, c'est pas très net. Alors que si on peut envoyer le message directement à l'intéressé, ce serait une très bonne chose pour nos opérateurs économiques. À Bamako, le peintre Cheikh Abdelkader Sow réalise les pages web de Malinette. Il prépare le Mali de demain en s'inspirant des cultures traditionnelles. C'est ça. On voit tout de suite cette culture malienne dans mes pages web. Il y a des idéogrammes, des masques, des statuettes. Et même ma façon de faire les interfaces d'entrée sont différentes de celles qui sont faites en Europe. S'il fallait voir seulement des écritures, rien que des écritures, je pense qu'on serait enlacé. La pirogue, ça s'appelle Kouloum. Il y a le Kouloum Surf de Malinette, c'est dans le but de surfer. Surfer au Mali, sur le fleuve Niger, avec une pirogue et des pagaies. L'Internet, ou en tout cas ce qui va découler de cet aspect de ces réseaux multimédia, vont permettre à l'Afrique et aujourd'hui à des cultures, des sociétés à culture orale, de contribuer de façon aussi importante que l'écrit a pu contribuer. Je pense que ça peut même permettre une redynamisation de cet aspect des cultures orales parce qu'on aura un moyen de stockage de cela, un moyen de sauvegarde de l'information orale et visuelle qui peut être très très important, de même qu'on peut sauvegarder l'écrit, de même qu'on peut sauvegarder, je dirais, les textes. Et cet aspect oral, culture orale, pourra se développer. C'est la révolution qui va régir le 21e siècle et celui qui ne s'y met pas à l'heure actuelle, effectivement, il risque d'être déconnecté pour longtemps. L'extension d'Internet et de ces nouvelles technologies va considérablement réduire le coût de l'argent. L'accès au capital sera facilité. Il se fera par de très petites sommes et dans le monde entier. Les instituts financiers fonctionneront plus en souplesse et en finesse. Peut-être par le biais d'intermédiaires, des micro-entreprises accéderont au capital dans le monde entier et cela aura un impact colossal et bénéfique sur la pauvreté.